Non mais arrêtez tout, là, il y a Karim Mastor-Poulet-Bouamrane qui veut devenir président de la République. Bonjour et bienvenue dans le récap. Un tout petit mot avant de commencer parce que l'heure est grave. Le média pourrait bien disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Alors en vue de 2027, aidez-nous à continuer à vous informer. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Pour ça, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Nous sommes le mercredi 10 juin et depuis hier, nous faisons face à un séisme politique majeur. La déflagration a été entendue aux alentours de 7h50. C'était sur France Inter. Karim Bouamrane, au service de qui ou de quoi allez-vous mettre votre voix en vue de 2027 ? De moi-même ? Ah. Moi, Karim Bouamrane, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Eh oui, Karim Mastor-Poulet-Bouamrane, le maire socialiste de Saint-Ouen, vient d'officialiser sa candidature à la présidentielle de 2027. Un de plus, finalement, parmi la quarantaine de prétendants au poste. Et on ne peut pas dire que la nouvelle enthousiasme particulièrement Benjamin Duhamel. Ils nous écoutent ce matin, ils se disent peut-être que Karim Bouamrane, qui n'a pas une notoriété, c'est pas vous faire offense immense, il fait ça pour un tour de piste, pour être invité dans les médias. Vous êtes vraiment candidat pour être président de la République ? Vous vous imaginez dans le bureau ovale face à Donald Trump ou à discuter avec Vladimir Poutine ? Pour paraphraser Marlon Brando, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me manque autant de respect ? Le parrain de Saint-Ouen n'a pas complètement tort sur le fond. Duhamel et ses petites considérations là, de notoriété et de légitimité ont quand même de quoi surprendre. On ne l'a jamais entendu dire ça à Glucksmann ou à David Linard, par exemple. Et pourtant, ça ne serait pas vraiment volé. Pour autant, il a quand même pas tort. Sur le fond, le rejeton Duhamel, on se demande bien ce qu'il fait là, le Bouamrane, au milieu de la mêlée des prétendants de la gauche unioniste, mais pas dans l'Union. Oh, ça y est, on va encore patauger dans les nuances de la gauche, pas de gauche. D'ailleurs, si vous êtes perdu, ce qui serait compréhensible, on a fait le point la semaine dernière sur les différentes alliances et stratégies dans le bloc de gauche, qui comprend aussi des gens de droite qui se disent de gauche, comme Bouamrane notamment. Bref, allez voir la vidéo. En tout cas, Karim Bouamrane, il n'a pas le syndrome de l'imposteur. Au contraire, il est sûr de son coup. Il se sent tout à fait légitime comme futur président de la République. Après tout, la presse étrangère l'appelait quand même le Obama de la scène pendant les JO. Visiblement, ça a bien dopé son ego. Depuis, il touche plus terre, mais ça on le savait déjà. En plus, il s'est fait réélire maire aux dernières municipales. Il a déclenché, comme chacun sait, la guerre du poulet. Tout le monde n'a fait que parler de lui. Bon, pas forcément en bien, mais ça n'a pas l'air d'être son problème. Bref, tout ça, ça lui donne des ailes à Karim. Et voilà qu'on se retrouve avec un énième candidat inutile dans la course. Ah non, pardon, ça fallait pas le dire non plus. Encore une bourde de Benjamin Duhamel, décidément un peu poil à gratter ce matin-là. Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jérôme Guedj, François Ruffin, Mathieu Pigasse, et encore, j'aurais pu allonger cette liste. Est-ce qu'il n'y a pas, mais quelque chose d'un peu ridicule à rajouter encore une candidature ? Ridicule ? Je suis en train de vous parler d'une candidature qui est ancrée dans le réel. Oui. Moi, le matin, quand je suis à Saint-Ouen, ou quand je suis dans les Cévennes, ou quand je suis à Cinca, ou quand je suis dans les territoires d'outre-mer, on ne parle pas de primaire, on ne parle pas de multitude de candidatures, on parle de capacité à pouvoir se loger, on parle de dignité. On me parle de pouvoir bénéficier d'un pouvoir qui sécurise, mais Karim Bouamrane, je ne doute pas qu'on vous parle de ça, mais quand sur la ligne de départ, il y a autant de candidats, qui est candidat ? Raphaël Glucksmann n'est pas candidat. Ah bon ? Il se prépare, d'accord. Il s'échauffe, mais il n'est pas encore candidat. Je suis candidat. Je suis la candidature qui fédère. Je suis la candidature ancrée dans le réel. Donc, à la base, Karim Bouamrane, il fricotait avec les Jadot, Guedj, Hollande, Glucksmann et compagnie, là, la gauche de droite, en fait, ceux qui ne font pas partie du délire de primaire unioniste à la Fort Tondelier, là, mais qui ont quand même convenu d'une forme d'union entre eux, dont on ne sait pas bien à quoi elle sert, puisqu'ils ont tous envie d'y aller en solo, et surtout qu'ils ont la prétention de penser sincèrement qu'ils peuvent l'emporter. Alors oui, je sais, c'est toujours surprenant de le dire, mais c'est vrai. Pour autant, il y a quand même fort à parier pour que le coup qu'est en train de faire Karim Bouamrane, là, en dégainant sa candidature le premier de son petit groupe informel, c'est plus une stratégie politique pour peser dans le futur
qu'un réel plan de carrière pour l'Élysée. Alors, je dis pas du tout qu'il s'en sent pas capable, ni qu'il n'a pas les dents qui rayent le parquet, qu'on s'entende bien là-dessus. D'ailleurs, il maintient, lui, qu'il y aura bien un bulletin Bouamran dans les bureaux de vote au printemps prochain, qu'il ne se pliera à aucune primaire et que tout ça, c'est très sérieux. Mais bon, je viens quand même bien le convenir qu'il finira quand même par se désister sous réserve d'un deal bien favorable pour sa petite personne, que ce soit une place de ministre ou de je ne sais quelle autre fantaisie qui lui passerait par la tête. En tout cas, une chose est sûre, Bouamran ne compte pas s'en tenir à son écharpe d'élu local. Il rêve en grand et il compte bien s'imposer par la porte ou par la fenêtre dans le paysage politique national. Karim Bouamran veut exister, ça ne fait aucun doute, et ce, à n'importe quel prix. Alors il s'agite, il aligne les punchlines et les slogans creux pour se donner un peu de consistance politique. Et puis surtout, il lâche la petite phrase qui fera causer. Je refuse cette offre politique qui consiste à nous monter les uns contre les autres, à faire en sorte que le juif soit le responsable des principaux maux. Mais là, vous faire en sorte que lorsque on est français d'origine musulmane, soit on est antisémite, soit on est dans une logique de se dire, écoutez, si jamais on est républicain, on est forcément pro-Netanyahou et islamophobe. Non, juste Karim Bouamran. Je parle des deux offres politiques qui actuellement font fleuresse et on nous considère comme une fatalité. Donc, celle de Bardella et celle de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, voyez-vous, monsieur Duhamel, pour moi c'est pareil. C'est pareil. Pour Karim Bouamran, donc, LFI et le RN, c'est pareil, la bombe est lâchée. Alors d'habitude chez les socialistes, faut quand même le dire, même si on adore vomir sur LFI, on ne dresse pas de signe égal entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. C'est un genre de consensus, même chez les plus à droite au sein du parti. Carole Delga, par exemple, la présidente de la région Occitanie, qui fricote elle aussi avec les frondeurs de droite à gauche, là, elle a encore dit en février dernier, chez Public Sénat, je la cite, « Pour moi, il n'y a pas un signe égal entre LFI et le RN, tout en estimant que les insoumis ne peuvent pas être dans une union de la gauche avec le Parti socialiste. » Elle rappelait quand même que le combat premier est contre l'extrême droite. C'est un minimum de colonne vertébrale politique de gauche. Sinon, autant prendre directement sa carte chez les macronistes qui, eux, justement, font de cette rhétorique l'alpha et l'oméga de leur argumentaire politique. On se souvient bien d'ailleurs des dernières élections et des consignes ni RN ni LFI à gogo, des refus de désistement au nom d'un pseudo cordon sanitaire. Là. Ce postulat, LFI égale RN, c'est celui de ceux qui n'ont plus rien à quoi se raccrocher, celui qui dit « tout est pourri, alors choisissez-moi ». Et ça a déjà fonctionné, on le sait, les macronistes capitalisent dessus depuis à peu près toujours. Alors forcément, ça finit par faire des envieux, notamment au sein de ce fameux ventre mou politique là qu'on appelle l'extrême centre. C'est l'historien Pierre Cernat qui le théorise. L'extrême centre, c'est l'art de gouverner au nom de la modération, tout en pratiquant l'autorité sans complexe, de changer d'avis en fonction du sens du vent, en appelant ça du pragmatisme, et de traiter d'extrême toute opposition suffisamment gênante pour remettre en cause son petit pouvoir. Dire qu'on est contre les extrêmes en les renvoyant dos à dos, c'est juste un aveu de bêtise. Et quand c'est un politique qui utilise l'argument, c'est un aveu de manipulation. Premièrement, LFI n'est évidemment pas un parti d'extrême gauche, avant tout parce que c'est une formation politique qui n'est pas révolutionnaire. Oui, elle souhaite prendre le pouvoir par les urnes, elle joue le jeu démocratique en participant aux élections, en se confrontant aux institutions et aux règles existantes. Le programme de l'avenir en commun peut raisonnablement être qualifié de gauche réformiste. D'ailleurs, il est établi depuis longtemps que ce dernier est moins à gauche que le programme de Mitterrand en 81, qui était d'ailleurs lui aussi qualifié d'extrême gauche par ses détracteurs, soit dit en passant. LFI de 2026, c'est donc un peu moins à gauche programmatiquement que le PS de 81. Ça va en agacer certains, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. Il en est d'ailleurs de même pour les propositions du nouveau Front populaire comparé à celle du Front populaire de 36. Alors évidemment, il y a tout un contexte historique et politique à prendre en compte. Mitterrand n'avait pas d'autre choix que de tendre la main à son époque sur sa gauche
pour l'emporter. En 2026, c'est pas vraiment la même chanson, hein. Les idées de l'extrême droite ont fait une percée prodigieuse dans le débat public et la fenêtre d'Overton s'est considérablement déplacée. Ça change la donne. Mais bon, tout ça, hein, c'est pour le plaisir de la nuance et le goût de la causerie politique. Mais vous savez quoi ? On va partir du principe que LFI, c'est l'extrême gauche. Chez moi, c'est ni honteux, ni un gros mot. Et puis après tout, c'est ce que dit le Conseil d'État depuis les dernières municipales. Alors on va s'y conformer, hein, bien gentiment. De toute façon, ça ne change rien à la démonstration. L'extrême gauche, c'est toujours pas l'équivalent de l'extrême droite. Si la première se distingue par des valeurs anticapitalistes, internationalistes et égalitaristes, la seconde renvoie à un nationalisme exacerbé et excluant, hein, pour ne pas dire directement au racisme et à la xénophobie, mais aussi à l'autoritarisme et à une certaine hostilité à la démocratie. C'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs. Mais d'après certains, donc, les extrêmes se rejoindraient. Ce serait peu ou prou la même chose. Et ça, c'est la théorie du fer à cheval. Ça non plus, c'est pas nouveau d'ailleurs, hein. Ça date du siècle dernier, à l'époque où fallait dézinguer les communistes à tout prix. Depuis, cette théorie, elle revient régulièrement, hein. C'est l'argument du juste milieu raisonnable. Le clivage ne serait donc plus entre la droite et la gauche, mais entre le centre et les extrêmes. Alors même que les idées et les valeurs défendues par l'extrême gauche n'ont rien de comparable avec celles défendues par l'extrême droite. Peu importe les faits, l'essentiel, c'est de faire passer la gauche radicale pour la cousine plus ou moins honteuse de l'extrême droite. La théorie des extrêmes qui se rejoignent, c'est pas une analyse politique, faut bien le comprendre, c'est un outil idéologique. L'utilité, donc c'est pas de comprendre le réel, mais c'est de tracer une frontière morale entre les acteurs fréquentables et les autres. Une fois cette étiquette collée, le débat devient tout bonnement inutile, hein. Pourquoi discuter d'un programme quand on peut suggérer qu'il mène d'une manière ou d'une autre au chaos, à l'autoritarisme et aux heures les plus sombres de notre histoire ? Mais ces gardiens autoproclamés de la modération que sont les macronistes ou même les sosdem comme Karim Bouhamrane ou Glucksmann d'ailleurs, ils sont beaucoup moins clairvoyants quand il s'agit de dénoncer leur propre rapprochement, cette fois bien concret et factuellement prouvé, avec l'extrême droite. On pourrait rappeler, par exemple, que les socialistes ont tapé dans la main des macronistes, refusant de censurer à multiples reprises, notamment pendant la séquence du budget. Les macronistes eux-mêmes qui ont refusé de prendre en considération les résultats des dernières législatives et de nommer, comme il aurait été normal de le faire, un Premier ministre de gauche, tout en n'ayant aucun problème, en revanche, à travailler avec un personnage beaucoup plus clivant, n'est-ce pas, comme Bruno Retailleau, dont on ne sait pas idéologiquement ce qui le distingue vraiment du RN. Et on pourrait continuer comme ça à égrener les exemples très longtemps, hein. D'ailleurs, je vous laisse vous faire plaisir en commentaire, mais une chose est sûre, ces éléments factuels ne sont jamais opposés à celles et ceux de l'extrême centre, justement, qui renvoient dos à dos systématiquement l'extrême gauche avec l'extrême droite. Lorsqu'un gouvernement reprend les thèmes de l'extrême droite, gouverne avec ses alliés objectifs ou légitime ses obsessions, ça devient soudainement du pragmatisme, du réalisme ou, en un certain sens, des responsabilités. C'est peut-être là d'ailleurs que réside la véritable fonction de cette théorie du fer à cheval, non pas à décrire les rapprochements politiques là où ils existent vraiment, mais détourner le regard de ceux qui dérangent. Car si l'on appliquait aux partis du centre les critères qu'ils utilisent eux contre leurs adversaires, il faudrait reconnaître une évidence un peu embarrassante. Les convergences les plus concrètes, les plus documentées et les plus fréquentes ne se situent pas entre l'extrême gauche et l'extrême droite, mais bien plus souvent entre le centre, la droite dite traditionnelle, et l'extrême droite, dont ils ont progressivement adopté une partie des thèses, des langages et des priorités surtout. Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de regarder les votes publics à l'Assemblée nationale. Street Press s'est penché sur le sujet et a révélé, je les cite, que si les votes du RN sont très similaires à ceux de l'Union des droites d'Éric Ciotti, c'est 85% de similitude, il est aussi
parti proche du groupe parlementaire Les Républicains, avec 66% de suffrages communs. Vient ensuite la coalition présidentielle, donc le Modem, Horizon et Ensemble, à 49%. Un cas sur deux, donc. D'ailleurs, sur les 10 projets de loi présentés par le gouvernement depuis un an, le groupe RN en a adopté 9. Il a donc soutenu le gouvernement dans 90% des cas. Le fer à cheval est légèrement tordu, si vous voulez mon avis. Tout ça pour dire que Karim Bouamrane raconte n'importe quoi. Oui, bon, je sais, c'est pas une grande surprise, mais attendez un peu. Le plus révélateur dans cette histoire n'est pas ce qu'il dit de LFI, c'est ce que ses propos disent de lui. Bouamrane aime sans doute se voir en homme raisonnable, au-dessus de la mêlée, protégé par les vertus supposées de la modération. En réalité, il ne fait que réciter le catéchisme de l'extrême centre, et plus encore, il en applique la politique. À force de voir des extrêmes partout, sauf dans les compromis qu'il accepte lui-même, il finit par révéler son véritable positionnement politique. En renvoyant dos à dos LFI et le RN, Bouamrane n'éclaire évidemment rien. Au contraire, il brouille tout pour en tirer avantage. Pourtant, c'est plutôt simple, finalement. D'un côté, il y a des mouvements qui défendent davantage de redistribution, de droits sociaux, d'égalité et de services publics. De l'autre, il y a des forces qui prospèrent sur le rejet de l'immigration, le rejet de l'autre tout court, la stigmatisation des minorités et le nationalisme identitaire. Qu'on soit d'accord ou non avec les premiers, admettons, c'est une chose. Mais prétendre qu'ils se valent, c'est une absurdité politique et historique totale. Cette rhétorique n'a évidemment rien d'innocent, elle permet de faire disparaître le véritable clivage, celui qui oppose les défenseurs du statu quo à celles et ceux qui veulent transformer l'ordre social profondément. Pendant qu'on débat à l'infini des prétendus excès de la gauche, là, ou des éclats de voix du vieux, les idées de l'extrême droite, elles continuent d'imprégner de plus en plus le débat public, les politiques migratoires, elles se durcissent, les libertés publiques, elles reculent, et les inégalités, elles explosent. Alors le problème n'est pas en soi que Karim Bouamrane critique la France insoumise, ça c'est une chose. Le problème, c'est qu'ils reprennent un discours qui, depuis des décennies, sert moins à combattre l'extrême droite qu'à neutraliser la gauche, et a fortiori la gauche radicale. Et l'histoire est quand même assez cruelle avec ceux qui s'imaginent pouvoir affaiblir les forces progressistes sans renforcer en retour les forces réactionnaires. À force de taper sur la gauche au nom de la modération, on finit toujours par déplacer le centre de gravité du débat vers la droite. Et ce sont rarement les progressistes qui récoltent les fruits de cette stratégie. C'est généralement l'extrême droite, la seule gagnante. Voilà la vraie leçon de l'histoire. Merci, l'idiot utile. Et on vous rappelle, avant de continuer avec le reste de l'actualité, notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Le premier média télé indé de France, il ne peut pas disparaître avant 2027. On aura plein de choses à se dire d'ici là. Alors pour nous aider, c'est à partir de 5 € par mois, c'est défiscalisable. Rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Et on continue avec l'actualité nationale. Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel a été déféré ce matin devant 3 juges d'instruction. Le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire et sa mise en examen pour des faits de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel, ainsi que sa détention provisoire. Cela fait suite au signalement et aux plaintes déposées par 9 femmes, dont 5 pour des crimes présumés. 13 autres dossiers ont également été joints à l'information judiciaire. En tout, ce sont plus de 30 témoignages qui ont été médiatisés ces dernières semaines. Je vous invite à retrouver le récap du 28 mai dernier, où on revient plus en détail sur les faits et les actions des militantes féministes dénonçant l'impunité de l'artiste. Pour Jade Doucelin, l'avocate de Daniela Elsner, la directrice générale d'Unifrance, qui a porté plainte pour tentative de viol, la mise en examen du chanteur est une vraie première victoire judiciaire pour les victimes. L'avocate de 2 autres victimes, Iris Bieler, parle également d'un signal fort de l'accusation.
Journée de grève à la SNCF. Selon les chiffres de la CGT, près d'un cheminot sur 2 est en grève ce mercredi 10 juin. 4 syndicats de la profession ont lancé ce mouvement pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et du service public du rail. Dans son appel à se mobiliser, relayé début mai, l'intersyndicale parlait d'un état d'urgence face à la multiplication des drames engendrés par les restructurations compulsives et le processus de filialisation. À Paris, une centaine de grévistes se sont retrouvés gare du Nord pour une assemblée générale. Je vous laisse avec les images de mon collègue Andrei Manivit. On a 3 revendications centrales. On a déjà, il faut arrêter immédiatement toutes les réorganisations locales et nationales qui atteignent la santé mentale et physique des salariés. Il y a des vraies urgences sociales. On a 12 suicides à la SNCF depuis le début de l'année, de l'absentéisme trop important. Deuxièmement, il y a la question de la réglementation du travail. La direction de l'entreprise veut s'attaquer à notre réglementation du travail. Elle veut casser notre unité sociale. Là, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Et enfin, comme tous les travailleurs et les travailleuses de ce pays, on exige une réouverture immédiate des négociations salariales. Et quid de la concurrence au niveau de la SNCF, qu'est-ce que vous en dites ? La concurrence, elle est déjà... même les libéraux commencent à dire qu'ils n'arrivent pas à leur ouverture à la concurrence comme ils le souhaitent. Nous, il y a 2 choses. L'ouverture à la concurrence, elle ne se fera pas sur le dos des cheminots et des cheminotes. Ça veut dire qu'on n'imposera pas, on refusera tout le dumping social. Et enfin, deuxième chose, l'ouverture à la concurrence, ça ne va pas améliorer la vie des gens. L'ouverture à la concurrence, elle coûte plus cher pour les citoyens et les citoyennes. L'ouverture à la concurrence, elle balkanise le système ferroviaire. Il faut arrêter immédiatement cette ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, on peut estimer que c'est une très bonne journée de grève. On atteint à peu près, sur certains services, à 90% de grévistes, notamment chez des conducteurs de train, chez aussi, par exemple, ce qu'on appelle des contrôleurs, des agents des gares, des agents du matériel, etc. Donc on voit bien aujourd'hui que la violence patronale qui s'exerce au sein de la branche ferroviaire et même, je dirais, dans le monde du travail en général, est subie de plein fouet par les travailleurs et qu'aujourd'hui, les travailleurs, ils n'ont pas, et les cheminots notamment, ils n'ont pas envie de se laisser faire. Dans un rapport publié ce mercredi, l'Observatoire européen du climat, Copernicus, dresse un constat alarmant sur la vague de chaleur exceptionnelle qui s'est installée au mois de mai. Les données recueillies montrent que dans certains endroits de l'Europe, les températures moyennes quotidiennes ont dépassé de plus de 10 degrés les normales saisonnières. Le mois de mai 2026 devient alors le 2e mois de mai le plus chaud jamais observé en Europe, juste derrière l'année 2024. Les phénomènes climatiques extrêmes sont en train de devenir la norme plutôt que l'exception, alertent les experts. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le retour d'un phénomène similaire durant les mois de juin, juillet et août est probable à 80%. Et on termine ce récap avec l'actualité internationale. De violentes manifestations anti-immigrés ont éclaté à Belfast, en Irlande du Nord. Ces émeutes d'extrême droite font suite à la diffusion d'une vidéo d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais. Des centaines de personnes se sont rassemblées et ont commencé à mettre le feu à des poubelles, à des véhicules, puis à des maisons hébergeant des personnes étrangères. Plusieurs personnes racisées auraient également été tabassées. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié ces violences de choquantes et complètement inacceptables. Rien ne peut justifier la violence et le désordre que nous avons vus menaçant nos communautés, ni les agissements de ceux qui les ont encouragés sur Internet ou ailleurs. Il est clair que des personnes ont été prises pour cible hier soir en raison de leurs origines et je ne le tolérerai pas, a déclaré Starmer. La conjonction des événements d'hier à Belfast et des manifestations à Southampton la semaine dernière pourrait potentiellement impacter la législative partielle prévue la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Nous vous remercions tous. Très bonne soirée sur le Média.